tenter quelque chose que patiente mon cœur. Que mes bras se reposent. Me voilà spectateur de la métamorphose. Dans la nuit, parenthèse, quand les hommes se taisent, quand dorment les machines. Dans la nuit, métaphore, où je croise les chats de toutes les couleurs. Dans la maison de verre, où monte la colère d'un siècle à peine adulte. Dans le triste confort de l'alouette qui dort et rêve d'un pays. Sous le poids de la neige qui étouffe les cris, écrase la révolte. Bonjour, est-ce que vous nous entendez à distance? Bienvenue à cette conférence. Oui, Marie-Ève nous dit que oui. Donc, avant de passer la parole à Caroline, qui est comme notre hôte de la conférence, et bien entendu à notre conférencière invitée, Madame Léveillé, je me présente, Diane Tapp, je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières, directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval. On est très, très, très content de vous avoir et d'accueillir notre conférencière qui vient nous parler des services répit de la maison Michel Sarrazin. Donc, je laisse la parole à Caroline, qui est notre hôte de la conférence. Merci, bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, il fait plaisir de vous accueillir ce midi pour la conférence. Donc, rapidement, je l'écris dans le chat, mais je vous le dis là, à l'audio, si jamais il y a des personnes qui n'avaient pas lu le chat. Donc, la session, elle va être enregistrée et déposée sur la chaîne YouTube de l'Institut et sur son site web. La période de discussion est également enregistrée, c'est pour des fins de transfert de connaissances. Donc, si jamais vous aviez un malaise avec ça, là, seulement vous pouvez garder votre caméra fermée ou ne pas vous nommer verbalement là, lors de la période de questions. Vous êtes invité à écrire vos questions, évidemment, dans le chat. Je vais les prendre au fur et à mesure. Là, on va voir le temps on va les garder pour la fin, mais je vais les noter au fur et à mesure. Et je poursuis là, dans un esprit d'amitié et de solidarité. L'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux, étant la croisée du Nihonwensio, du peuple Huron-Wendat, du Nenkani, du Ndakina, pardon, du peuple Wabanaki, du Nitassinan, du peuple Innu, du Nitaskinan, du peuple Atikamekw et du Wolastoku, du peuple Wolastoqey. Nous honorons nos relations les uns avec les autres. Donc, voilà, je vous laisse la parole, Madame Léveillé. Je vais partager le PowerPoint à l'instant. Merci. Bonjour à vous tous. Ça me fait grand plaisir. Il y a déjà quelques personnes dans la salle, alors je m'adresse à elles et je m'adresse à vous tous qui êtes à l'écran. Ça me fait grand plaisir de venir vous présenter le service de répit de la Maison Michel Sarrazin, service qui s'adresse aux personnes proches aidantes, qui accompagne à domicile des personnes en soins palliatifs de fin de vie. Alors, projet que nous avons créé de toutes pièces avec de très précieux collaborateurs, le CIUS de la capitale nationale, le CIS de Chaudière-Appalaches, Appui, Albatros Québec, Albatros Lévis, bref, des gens très précieux avec qui on a collaboré à l'élaboration et aussi à la mise en œuvre de ce beau projet dont on est, ma foi, très fiers. Alors, ça me fait grand plaisir de venir vous en parler.
Je m'appelle donc Geneviève Léveillé, je suis la directrice générale adjointe de la Maison Michel Sarrazin et je m'adresse à vous particulièrement parce que je suis la responsable, j'ai le bonheur d'être la responsable du service que nous avons mis en œuvre en avril dernier. Alors, je veux tout de suite déclarer que je n'ai d'intérêt aucun, de conflit d'intérêt aucun, et que donc on peut poursuivre pour la présentation de la conférence. Vous avez probablement le plan à l'écran. Alors, je vais bien sûr vous parler du projet, mais d'abord dans sa genèse, hein, qu'est-ce qui fait que ce projet a été créé? Et je vais vous donner quelques statistiques qui nous ont servi d'appui pour pouvoir étayer la justification de la création d'un tel projet. Je vais vous parler du plan d'affaires que nous avons élaboré à l'intention du ministère, la phase préparatoire du service, sa phase de déploiement, de démarrage. Nous avons bien sûr un tableau de bord, nous avons un questionnaire de satisfaction qui nous permet d'évaluer la qualité des services reçus. Je vais vous en parler un peu. Il y a un beau projet de recherche qui s'annonce à l'horizon et qui commence à prendre forme. Et après la conclusion, on pourra voir ensemble à la réponse de quelques-unes de vos questions, si jamais vous en aviez. Alors, la genèse du projet. Ça remonte à longtemps, parce que la Maison Michel Sarrazin, vous savez, elle est beaucoup soutenue par sa communauté. Hein, nous recevons une subvention gouvernementale, bien sûr, mais nous avons une fondation qui assure une grande partie des activités de la maison, et cette fondation est bien sûr soutenue par la communauté à laquelle on s'adresse. Quand la maison a ouvert, je vous dirais, tout était à bâtir, hein, parce que la Maison Michel Sarrazin est la première maison de soins palliatifs à avoir ouvert ses portes sur le territoire québécois, la première maison francophone en Amérique. Et donc, à ce moment-là, en 85, je vous dirais, et là, ça va trahir un peu mon âge, mais j'y suis arrivée en 1985, alors je peux témoigner que tout était à faire. Tout était à bâtir. Les soins palliatifs balbutiaient. Alors, on s'est retroussé les manches, la petite équipe qui était là au départ, pour fouiller, chercher, aller chercher des connaissances, en développer, toujours dans le plus grand intérêt des personnes malades qu'on accueille et de leurs proches, bien sûr. Alors, au fil des années, je vous dirais, il y a un certain cursus qui s'est monté et qu'on a eu la joie de partager et le désir de partager avec les autres intervenants d'abord de la région, mais parfois aussi en province et au fil des ans, même outre-mer. Alors, on a eu le désir de partager ce savoir, ces connaissances qui s'étaient élaborées au fil des années. On a participé à des projets de recherche. Et ça a été vraiment très révélateur. Je veux juste dire un mot de la recherche, combien c'est important en soins palliatifs. Il y a certaines des recherches qui ont été menées dont je peux vous confirmer qu'elles ont changé la vie des personnes malades, la vie des proches, puis je vous dirais aussi la vie des intervenants. Parce qu'ils nous ont procuré des outils, des façons de faire qui ont été absolument fondatrices dans ce qu'on veut apporter aux personnes malades en termes de bien-être, de qualité, de sécurité des soins. Alors, on a eu ce désir de partager ce qu'on a fait pendant de nombreuses années, puis je vous dirais qu'un des fleurons de la Maison Michel Sarrazin fut et est encore le service de la formation que nous avons, mais on avait un volet davantage ouvert sur les besoins naissants de la communauté des soins palliatifs à l'époque. Alors, on a transmis beaucoup, on a formé beaucoup de monde, puis je pense que je peux dire sans trop de prétention, parce qu'il ne s'agit pas que de moi-même, mais il fut un temps, je pense, où on a réussi à former ou à accueillir en nos murs ou à donner de la formation à probablement la majorité des intervenants en soins palliatifs de la grande région de Québec. Alors, on a beaucoup fait ça en étant convaincus
qu'il en allait de l'avenir des soins palliatifs. Cependant, avec le temps, de nombreuses équipes ont été créées dans les hôpitaux, il y a des unités qui se sont ouvertes et les soins palliatifs se sont déployés. Ce qui fait que ce volet de transmission, je vous dirais, c'est un peu atténué dans son intensité, non pas dans sa pertinence, mais dans son intensité. Et donc, on est arrivé à un moment où on se disait, voici ce qu'on a fait pour notre communauté, parce que, bien sûr, je vous le rappelle, le cœur de la mission de la maison est l'accueil, autant à la maison qu'au centre de jour, des personnes malades et de leurs proches. C'est ce qui motive le reste de ce qui se déploie dans la maison. Cependant, une fois cette transmission du savoir assurée, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dorénavant pour continuer de contribuer à la qualité et à l'offre qu'on propose à la communauté qui nous soutient. On a toujours été très soutenus par la communauté et donc on a un devoir, je vous dirais, de redevance. Et là, on sentait venu le moment d'enclencher autre chose. Alors, tranquillement, avec la directrice générale de la maison, Madame Laflamme, qui était nouvellement arrivée, on a eu ce questionnement et on s'est dit, voilà, il y aurait probablement moyen que Sarrazin, dorénavant, exporte ou aille vers l'extérieur à la rencontre des personnes qui ont besoin. Et tout naturellement, nous sont venus les proches aidants, dont on connaît les grands besoins. Et on s'est appuyé sur quelques statistiques dont je vous fais part, parce qu'on se disait, ça pourrait être une idée là, de proposer du répit aux proches aidants. Mais on s'appuie sur quoi pour avancer une telle prémisse? Alors, il y a d'abord on s'est penché sur une enquête de statistiques pour la proche aidance au Québec, l'appui proche aidant. Et dans cette enquête, il était nommé que 35% des adultes québécois sont des proches aidants, ce qui représente 2,4 millions de personnes, ce qui est assez considérable. 9% des personnes aidées sont atteintes de cancer. En conséquence, si on suppose un ratio d'une personne aidée par personne aidante, c'est approximativement ou possiblement plus de 200 000 personnes qui sont des proches aidantes qui accompagnent des personnes atteintes de cancer au Québec. Puis souvent, les personnes proches aidantes ne s'identifient pas nécessairement comme telles. J'ai trouvé important de vous souligner ça parce qu'un petit peu plus tard, en cours de présentation, on va se rendre compte que le fait que les gens prennent presque pour acquis qu'ils sont en soutien à leurs proches, les prive peut-être, je vous dirais, d'une facilité dans la recherche de soutien et de recours à des services qui pourraient les aider. D'autres statistiques qui nous proviennent de l'Institut canadien d'information sur la santé, au Québec, 45% des décès ont lieu à domicile ou dans la collectivité. On entend par collectivité les lieux de résidence autres que les centres hospitaliers, pardon. Ce pourcentage représente le taux le plus bas au Canada parce qu'il y a des provinces qui atteignent le 60, voire même le 70% de décès à domicile. En 2020, au Québec, le taux était de 35. Alors, on est passé de 35% à 45% en 2021. Pour la grande région de Québec, le taux de décès à domicile en 2021 était, en ce qui concerne le CIUS de la capitale nationale, de 21,9% et le CIS Chaudière-Appalaches, 26,9%, alors pour une moyenne non pondérée là, de 24,4%. Alors, on est loin du compte. Alors, ça nous montrait que les gens avaient certainement besoin de soutien. Et finalement, le rapport annuel de la Commission sur les soins de fin de vie, qui a été publié 22-23, les données relatives au CIUS de la capitale nationale pour 21-22, 4 615 personnes
étaient en soins palliatifs et en soins de fin de vie et recevaient ces soins 56% dans leur milieu, c'est-à-dire à domicile. Et pour le 6 Chaudière-Appalaches, 21-22 toujours, 2742 personnes étaient en soins palliatifs et en soins de fin de vie et 55% d'entre elles recevaient des soins à domicile. Cela représente donc plus de 4000 personnes dans la grande, vaste région de Québec, d'où très certainement la réalité qui existe, qu'il y a des gens qui ont beaucoup besoin de soutien et d'aide. Alors, en s'appuyant sur ces prémices, on a, le 29 juin 2021, pensé à discuter de cette idée que nous avions avec Madame la ministre Marguerite Blais, qui nous a reçus et qui a aussi reçu cette proposition avec un grand intérêt, puisque les objectifs d'un tel projet correspondaient tout à fait aux orientations ministérielles relatives au soutien à domicile. Elle nous a donc dès lors demandé d'élaborer un projet. Alors, qu'à cela ne tienne, on s'est retroussé les manches, convaincus que ce serait la bonne chose à faire. Et en décembre 2021, nous avons reçu officiellement la demande du ministère de mener à bien ce projet. Alors, on a donc commencé l'élaboration d'un plan d'affaires qui serait présenté au ministère. Donc, Madame Laflamme, moi-même, des intervenants de la maison et les partenaires du comité directeur, dont je vais vous parler plus loin, du service de répit, nous avons déposé ce plan d'affaires le 13 mai 2022 auprès de la sous-ministre, Mme O'Partney, et auprès de l'autre sous-ministre, Mme Rose-Bush. Alors là, c'était officiel et le travail, bien que déjà commencé, s'est intensifié. 3 comités ont été créés pour mener à bien l'évolution et la structure du service. Un comité exploratoire qui était composé d'intervenants de la maison. J'y étais à titre de responsable pour voir à toutes les activités qu'il faudrait mettre en œuvre et qu'il faudrait partager avec les membres du comité exécutif, deuxième comité qui a été créé, qui lui était composé de personnes, surtout des chefs du soutien à domicile, avec l'équipe du soutien de Michel Sarrazin, pour finalement élaborer toutes nos façons de faire, nos processus, nos protocoles, pour bien arrimer notre collaboration. Et finalement, le comité directeur qui, lui, est encore composé, était et est encore composé des directeurs de plusieurs secteurs, du CIUS, du CIS, d'Albatros, de l'appui et autres membres de ce partenariat précieux. Et ce comité, il est vraiment décisionnel. Alors, se rendent là tous les sujets abordés précédemment pour qu'ils soient entérinés à la convenance de tous et du plus grand nombre, parce que je vous dirais que c'est sûr que dans un projet comme ça, la communication, la collaboration et le respect mutuel des instances est absolument primordial, et je dois dire qu'on y est bien arrivé et que les rencontres ont toujours été très, très constructives et qu'elles continuent de l'être. Alors, avec cette structure, je dois vous dire que depuis que le service a été lancé, nous produisons trimestriellement des rapports sur les activités du service de répit, rapports que nous déposons auprès du ministère et bien sûr du comité directeur. Ces rapports contiennent des bilans sur les activités cliniques et administratives de chaque trimestre, la tenue d'un tableau de bord avec indicateurs de performance, évaluation de la satisfaction à la clientèle et tableau de suivi des recommandations qui seraient émises dans la foulée de l'émission des rapports. Alors, on est bien conscient que tout ça est absolument requis puisqu'il nous s'agit de démontrer la pertinence de ce service et la qualité de ce qui est offert.
Alors, les grandes lignes du plan d'affaires sont les suivantes. Soutien aux personnes proches aidantes, bien sûr, qui accompagnent à domicile une personne en fin de vie lors de l'intensification des soins, mais toujours en respect de leur propre perspective. Contribuer à combler leurs besoins qui sont nombreux, hein, besoins de sommeil, de repos, de ressourcement, d'accompagnement, d'aide au développement de leurs compétences et de leurs connaissances. Parce que c'est énorme ce qui est demandé aux proches aidants. Et force est de constater que les services qu'on offre arrivent dans la grande majorité des cas fort à point. Je pourrais vous en parler quand je vous donnerai quelques petits résultats de notre satisfaction à la clientèle. On veut bien sûr favoriser le maintien à domicile, éventuellement jusqu'au décès, si tel est bien sûr le désir des personnes. Tout ça, comme je vous l'ai dit, se fait en complémentarité avec nos précieux partenaires, dont particulièrement les équipes de soutien à domicile. Tous ces services sont offerts gratuitement. Ça, c'est très important de le spécifier. Et ils sont offerts par l'équipe dont je vais vous parler tout à l'heure, autant sur les services de jour que de soir, que de nuit et les fins de semaine. Alors, on déploie les services en concordance avec les besoins des personnes proches aidantes, dans l'horaire qui leur convient le mieux et qui, en conséquence, fait que nos intervenants, particulièrement le soir et la nuit, pour pouvoir permettre du repos et du répit à la personne proche aidante, les gens de notre service prodiguent des soins à la personne malade et l'accompagnent, administration de médicaments, réfection de pansements, certaines mobilisations, toujours en concordance avec les plans d'intervention qui sont élaborés par les équipes de soins à domicile. Les critères d'admissibilité pour pouvoir bénéficier des services du répit, il faut que la personne proche aidante accompagne à domicile une personne atteinte de cancer. Cancer, pourquoi exclusivement? Puisque je vous dirais que la force de la Maison Michel-Sarrazin, la réalité de la Maison Michel-Sarrazin depuis ses tout débuts est d'accompagner les personnes qui sont atteintes de cancer. Alors, pour rester dans cette lignée, dans un premier temps, voilà ce qui était demandé. Il faut que le service puisse être dispensé dans les 30 kilomètres qui environnent la Maison Michel-Sarrazin, que la personne malade soit majeure et qu'il y ait obligatoirement dans cette réalité, dans ce dossier, la présence d'une équipe de soins à domicile et d'un médecin. Alors voilà les critères d'admissibilité. Qui peut demander le service de répit? Quiconque y pense ou pense que ce pourrait être qui peut le faire. Ça commence par la personne malade elle-même. Ça peut être la personne proche aidante elle-même. L'entourage de ces personnes. Les équipes, bien sûr, de soutien à domicile, les médecins, le service de la liaison de la Maison Michel-Sarrazin, le centre de jour de l'enfant Dionne. Donc, l'éventail est large pour qu'une demande puisse être placée au service de répit. Une fois que tout ça a été mis en place et bien statué, on en est arrivé à la phase d'élaboration. Parce que là, c'est un service qui était à créer de toutes pièces. Alors, il fallait tout créer, y compris les documents qui vont être nécessaires à la tenue de dossier, les arrimages avec les équipes de soutien à domicile, les algorithmes de communication, et j'en passe. Alors, ce fut une phase très intense où particulièrement des gens de l'équipe du service de répit se sont mis au travail pour créer tous les documents et tous les algorithmes qui étaient requis pour des arrimages parfaits avec les équipes de soins à domicile. On a ensuite constitué l'équipe du répit parce que là, bien sûr, on enverrait des gens à domicile. Il fallait donc procéder à de l'embauche et non seulement à de l'embauche, mais aussi à la formation de ces gens
qui se retrouveraient à domicile. Alors, il était très important pour nous que ces gens aient la compétence, le savoir-être, le savoir-faire qui sont associés, je vous dirais, à la maison Michel Sarrazin et auxquels on tient depuis toujours. Alors, chacune des personnes qui a été embauchée ou retenue, parce que nous avons aussi des bénévoles, ont reçu 50 heures de formation qui contenaient des heures théoriques, mais aussi des périodes de stage en jumelage avec des équipes de maintien à domicile. Ce fut très riche comme contenu et on voulait être sûr que nos gens non seulement seraient de dignes représentants, mais qu'ils seraient aussi en possession de leurs moyens solides et donc assurés dans leur agir. L'équipe, encore à ce jour, est constituée des personnes suivantes. Il y a 3 infirmières, dont une chef du service qui est Vicky Perron. Les infirmières se partagent, il y a un infirmier, 2 infirmières qui se partagent les tâches suivantes, c'est-à-dire l'ouverture des dossiers quand on reçoit une demande, contact avec les équipes de soutien à domicile pour créer les liens et la continuité et les arrimages requis à la prestation de certains soins et surtout à l'administration de la médication. Planification des services, élaboration des horaires, suivi de la prestation des services pour s'assurer que tout va bien, fermeture des dossiers, autant avec les personnes proches aidants, avec les personnes malades, parce que, intéressant de spécifier que nous avons 2 dossiers. La personne proche aidante a son dossier qui lui est propre et la personne malade a aussi un dossier qui lui est propre, ce qui est assez innovateur parce que souvent en soins, on consigne les données relatives aux personnes proches aidantes à travers ce qu'on propose à la personne aidée, alors que dans notre service, ce sont 2 dossiers distincts. Et on offre les services, comme je vous l'ai dit, jour, soir, nuit, ce qui fait que nos infirmières se partagent aussi un service de garde. Alors, il y a une garde 24 heures sur 24, jour, soir, nuit, fin de semaine, congé, jour férié, qui est assurée par les trois infirmières du service. Une clinicienne conseil, Mme Jacinthe Bouchard, qui est ergothérapeute de formation et qui, à l'intérieur du service, a été chargée du programme de formation des personnes qui sont nos employés et les bénévoles. Et elle a maintenant la responsabilité du suivi des indicateurs au tableau de bord. Il y a 4 infirmières auxiliaires qui se rendent à domicile, 3 préposés et 6 bénévoles. Et le choix des personnes à envoyer à domicile se fait toujours au regard des besoins et de la personne malade et de la personne proche aidante. Alors, le jour, le soir, la nuit, les fins de semaine, c'est un service constant, mais qu'on essaie de bien arrimer toujours aux besoins réels de la personne malade et de la proche ou du proche qui l'accompagne. La phase de démarrage, quand tout a été prêt, on a lancé le service le 17 avril 23, un grand jour. On était assez contents, mais en même temps assez fébriles parce que là, on attendait que les demandes arrivent. Et c'est sur un service nouveau, ça va jamais aussi vite qu'on le souhaiterait, mais finalement, les demandes sont arrivées. Et là, pour être sûr qu'on était bien en concordance avec les collaborateurs du soutien à domicile et notre service de répit, on a revu nos algorithmes, on s'est re-enligné, re-ajusté. Et on s'est rendu compte à l'usage, quand il y a des demandes qui sont entrées et que le service a commencé à se déployer, que ce qu'on avait prévu, certaines des choses qu'on avait prévues au plan qu'on avait préparé, il y a des choses qui divergeaient. On avait, comme par exemple, pensé qu'on enverrait toujours à domicile nos équipes en diade, c'est-à-dire soit une infirmière auxiliaire avec un bénévole ou encore un préposé avec un bénévole. Et force a été de constater rapidement, pas longtemps après que quelques familles aient été desservies, que les gens à domicile trouvaient que ça faisait trop de monde.
c'est trop. Et tu sais, il y a déjà beaucoup de monde dans la maison, hein, quand il y a une personne malade et que les besoins sont grands. Alors, rapidement, on s'est ajusté, ce qui fait qu'on envoie un intervenant à la fois maintenant. Ensuite, une autre disparité, ce qui nous a surpris, c'est qu'on pensait que les besoins seraient surtout concentrés de soir et de nuit. C'est sûr que si on additionne le soir à la nuit, ce sont les présences les plus nombreuses, hein. C'est là où on déploie le plus de monde à domicile. Cependant, ça nous a surpris qu'à certains égards concernant la personne malade, il y a aussi des besoins le jour. Alors, il y a certaines prestations qui assez fréquemment sont offertes de jour et je vous dirais que le cadre qu'on propose aux personnes, c'est des présences qui varient de 4 heures à 8 heures, c'est-à-dire généralement la nuit pour 8 heures complètes afin de permettre à la personne proche aidante de se reposer, de dormir en toute quiétude puisque quelqu'un veille et peut administrer la médication ou voir à certains soins, et le jour, davantage en période de 4 heures. Alors, tout ça, on s'est ajusté au fur et à mesure que les demandes entraient, toujours dans le plus grand intérêt des personnes qu'on dessert, qui sont, dans le cas du service de répit, les personnes proches aidantes. Alors, on a commencé le 17 avril, mais on a eu un lancement officiel le 24 octobre 23 avec, dans les murs de la maison Michel Sarrazin, en présence de la ministre, Mme Bélanger, et de son adjointe parlementaire, des journalistes. On voulait faire la promotion, puis je vais vous dire, j'en parle parce que la promotion est à faire encore. C'est un service qui est connu, mais qui n'est pas à la hauteur de tout ce qu'il pourrait apporter parce qu'on a du personnel en place, du personnel formé, on peut répondre et il importe qu'on poursuive la publicité ou en tout cas faire du renforcement, je vous dirais presque en continu. Alors, on a profité du lancement officiel pour faire une promotion, puis accorder des entrevues. Mais l'idée, c'est de faire connaître ce service aux personnes proches aidantes dont les besoins sont tellement grands. Et là, le service a donc été déployé et depuis, je peux maintenant vous fournir quelques statistiques relatives justement à ce qui se passe au service de répit. Alors, les données remontent jusqu'au 1er février 24, depuis l'ouverture, donc 17 avril. Vous pouvez comprendre que tranquillement, les demandes ont commencé à rentrer, que ça n'a pas été une affluence en partant, mais on a trouvé un certain rythme de croisière. Ce qui fait qu'en date du 1er février, on avait 102 familles qui avaient été desservies par le service de répit, et donc 109 à ce jour, là, ou 110, on est près de ça. Le délai de réponse moyen aux demandes qu'on reçoit, et ça, on est très content de ça. Il y a une réponse, c'est-à-dire on reçoit une demande. Les infirmières communiquent avec les équipes de soutien à domicile, prennent les informations, transmission d'informations, transmission de la médication pour être sûr que tout est bien arrimé et sécuritaire. Et dans 67% des cas, la réponse, c'est-à-dire ça se traduit par la présence de quelqu'un du répit à domicile dans 67% des cas dans un jour ou moins. Souvent, la demande est placée le matin et il y a quelqu'un la nuit suivante à domicile. Alors, vous comprenez que ça prend beaucoup de collaboration. On remercie infiniment nos collaborateurs, particulièrement des équipes de soutien à domicile, mais tout s'arrime très bien dans une grande complémentarité, ce qui fait que la réponse au service est très rapide. Donc, 67%, un jour et moins, 6% 2 jours, 12% 3 jours. Et quand ça excède ça, généralement, c'est pour répondre au désir de la personne proche aidante. Parce que, tu sais, je vous disais au début, les proches aidants ont parfois de la difficulté à s'identifier comme tels. Donc, peut-être un peu de difficulté à bien identifier leurs besoins, à bien nommer leurs besoins et à aller chercher les services qui pourraient les aider. Alors, parfois, quand on reçoit une demande, par exemple, du CLSC,
L'infirmière du service de répit contacte la personne proche aidante qui dit « Oui, le CLSC, ils m'ont parlé de vous, mais savez-vous, je ne serais pas prête maintenant. Je trouve ça intéressant que vous me parliez de votre service, mais peut-être pas pour tout de suite. » Alors, quand les délais sont plus longs, souvent, c'est dans des circonstances comme celle-là, et il convient des fois de reparler avec la personne proche aidante. Et je vous dirais, la résultante de ça, quand on revoit les questionnaires de satisfaction à la clientèle, ce dont je m'occupe, je vous nommerai tout à l'heure des commentaires qui disent « J'aurais dû connaître votre service avant. J'aurais dû accepter avant que des gens viennent nous soutenir. » La durée moyenne de l'offre de service, c'est-à-dire à partir du moment où un dossier est ouvert jusqu'à sa conclusion, il s'écoule à peu près 2 semaines, 14,6 jours. Pendant ces 14 jours, une moyenne de 32 heures de service est offerte à chaque famille. Le coût moyen des services, à peu près 3 900 $ par famille. Et ce qu'on trouve intéressant, vous vous souvenez, au début, je vous ai dit, on essaie de favoriser le maintien à domicile et éventuellement jusqu'au décès, si tel est le désir de la personne malade. Au premier trimestre d'activité du service, le taux de décès à domicile qui survenait pendant que le service était actif était de 22%. Au deuxième trimestre, 25%. Au troisième trimestre, 33%. Alors, on ose croire ou faire l'équation que la prestation des services et le soutien apporté aux personnes proches aidantes est révélateur des capacités qu'ils ont de pouvoir poursuivre un peu plus loin. La provenance des références, pour le moment, est majoritairement de la part des équipes de soutien à domicile, mais comme je vous l'ai dit, quiconque croit que ça pourrait être utile peut placer une demande au niveau de la maison Michel Sarrazin de son service de répit. Et le taux moyen de satisfaction, et ça a l'air peut-être un peu prétentieux, mais c'est la réalité, le taux moyen de satisfaction est de 100%. C'est-à-dire qu'on a une moyenne de presque 90% de gens très satisfaits et 10 à 12% de gens satisfaits. Donc, en général, les gens sont très heureux des services reçus. Puis je vais vous dire, de notre côté, on est aussi très heureux d'avoir pu les soutenir, ce qui, ma foi, est très important dans les circonstances. Alors, je voulais vous dire aussi, peut-être par rapport à la satisfaction à la clientèle, simplement vous nommer, vous savez, à toutes les fois qu'un service se termine, nous acheminons un questionnaire de satisfaction à la clientèle que les gens nous retournent, mais vraiment une fois le service terminé. Et je veux juste, avec les pourcentages que je viens de vous donner, peut-être juste vous citer quelques commentaires reçus qui illustrent bien que les gens ont de grands besoins, mais qui n'en sont peut-être pas toujours conscients. Une première personne a répondu « Nous avons été soutenus très rapidement, ma sœur et moi. Nous commencions à être dans une grande fatigue et nous ne nous en apercevions pas. Mais le répit et les intervenants ont porté un éclairage et nous ont accueillis avec bienveillance. Leur vigilance a été pour nous un grand apport de soulagement. » Un autre commentaire, dans mon cas, l'inscription s'est faite lors de l'escalade de ma détresse avec l'équipe de liaison de la maison. A posteriori, je comprends que je n'avais pas le réflexe ou la lecture juste de mon état. J'aurais pu bénéficier d'une inscription préventive et d'intervention plus rapide. Le service permettra aux malades de rester à la maison plus longtemps et aux proches d'être supportés, ce dont nous avons fait l'expérience. Le service de répit que nous avons reçu nous a permis de garder notre père à la maison jusqu'à la fin. Nous sommes très choyés d'avoir pu profiter de ces derniers moments en n'étant pas trop épuisés. Alors, c'est assez révélateur et touchant. Je vais vous dire que le relevé de la satisfaction de la clientèle, c'est moi qui l'ai fait à chaque trimestre. Et c'est toujours avec une certaine émotion que je constate les résultats, mais surtout que je prends connaissance des commentaires des gens.
Et tout ça est inclus dans le grand rapport trimestriel qu'on achemine au ministère et aux partenaires. Donc, je vous répète qu'il est composé du tableau de bord, parce qu'on a un tableau de bord pour suivre nos indicateurs de performance, la satisfaction de la clientèle, le rapport sur les activités et des recommandations à suivre avec tenue d'un tableau pour être sûr que tout se concrétise. Avant de terminer, je veux juste vous parler du projet Recherche-Action sous la gouverne de Diane Tapp, un projet dont vous avez sûrement ou vous entendrez parler, mais c'est une recherche qui est issue d'une collaboration inédite entre plusieurs partenaires et qui a pour but de documenter les cycles d'amélioration et les effets du projet de répit. Un projet, je pense que je ne vous l'ai pas dit, qui est circonscrit à l'intérieur de 2 voire 3 années, après lesquelles nous avons la certitude que nous pourrons démontrer sa pertinence et qu'il pourra ensuite se déployer de façon très assurée et reconnue. En conclusion, la pratique nous démontre que le service de répit est très pertinent et que les personnes qui en ont bénéficié en ont une grande appréciation et que ça fait une différence dans leur vie. Cependant, la promotion reste à faire et je me permets de vous le rappeler, qui que vous soyez à l'écran, maintenant que vous aurez entendu parler du service de répit, n'hésitez pas à en faire la promotion, mais surtout auprès de personnes proches aidantes que vous connaissez certainement dans votre entourage et qui pourraient bénéficier de ce que le service peut offrir. En conséquence, on en a parlé aussi de ça parce qu'on a des demandes, mais pas suffisamment. Et la promotion reste à faire en continu. Lors du dernier comité directeur, on en a parlé avec les partenaires et on a compris et convenu tous ensemble d'établir un plan, je vous dirais, trans-établissement ou trans-sectoriel pour assurer la promotion du service pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Le service de répit est un projet centré sur l'expérience des proches aidants. Notre devoir est d'agir au-delà des frontières de nos établissements, car il en va de l'avenir, de la qualité, de la complémentarité et de la pertinence des soins et des services que nous offrons à notre communauté. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et maintenant, si vous avez des questions, je pense qu'elles pourront m'être transmises. Merci, beaucoup, grand auditoire. Oui. Merci beaucoup. Donc, j'invite tout le monde qui ont des questions à les adresser directement. Vous pouvez ouvrir votre micro, vous lancer, ou bien encore les écrire dans le chat. J'en profite également pour vous joindre le formulaire d'évaluation de la conférence dans le chat. C'est bien apprécié là, que vous puissiez le remplir. Ça nous aide à nous améliorer continuellement. Vas-y, Ariane. Oui. Moi, j'étais curieuse d'en apprendre plus sur les personnes qui finalement sont décédées à l'hôpital. Est-ce qu'il y en avait est-ce que c'était surtout par choix ou c'était parce que les besoins devenaient plus grands ou il y a eu une admission non prévue à l'hôpital? Bon, bref, je suis curieuse d'en entendre plus là, sur les 70% finalement qui sont allés à l'hôpital, mais bien que 30%, c'est énorme. Bien, on fait du chemin, hein? Ça avance. Bonjour Ariane, Allô. ça fait plaisir. Écoute, ce que je peux t'en dire, les transferts souvent se font parce que tout à coup, une détérioration exacerbée de la condition de la personne malade. Puis, on l'a dit, hein, on s'inscrit dans une trajectoire où on arrive présentement des fois un peu tard. Et que déjà, les personnes proches aidantes sont fatiguées, épuisées, et il s'agit d'un événement plus déstabilisant ou d'une détérioration un peu plus marquée pour que le transfert se fasse à l'hôpital. C'est généralement là, ce qui se produit.
D'accord, merci. Merci Geneviève. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, interventions? Il y avait une question aussi qui demandait dans les résultats, si on veut, là, des évaluations, on parlait d'un prix moyen par famille. Étant donné que les services sont gratuits, j'imagine que c'est plus comme pour voir qu'est-ce que ça en aurait coûté réellement là, par famille pour offrir le service. Mais les familles ne payent pas. Non, 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 tout ça est gratuit, sauf que bien sûr que pour mettre ce projet en marche, nous avons reçu de l'aide et une subvention ministérielle. Alors, nous avons une reddition de compte, je pourrais appeler ça comme ça, là, une reddition de compte à faire, ce qui fait que nous tenons des indicateurs, bien sûr, de qualité, mais aussi des indicateurs de performance qu'il nous importe de soumettre au ministère, parce qu'il faut documenter ça présentement dans une reddition de compte, mais aussi en prévision de la confirmation du service qui deviendrait pérenne et qu'on ait une échelle de référence sur les coûts à envisager éventuellement. Mais tout ça est gratuit, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Il nous reste encore quelques minutes. On demande ici, est-ce que tu pourrais nous dire l'élément le plus difficile, le plus grand enjeu dans la mise en place d'un tel programme? Et en passant, on te remercie pour ton excellente présentation. Bien, je vous dirais, ce qu'il y a de plus difficile, c'est peut-être pas le bon mot. Ce qui a été le plus complexe, c'est justement de créer, tu sais, de créer de toutes pièces les arrimages entre un service qui commence, hein, qui a dû être bâti, et des services existants, du fait que la personne qui est la personne cible du service de répit est la personne proche aidante, et que pour aider la personne proche aidante, il faut qu'on puisse, moi j'appelle ça, se pencher sur la personne malade. La personne malade qui, elle, est sous la responsabilité de l'équipe de soutien à domicile. Alors, l'arrimage, je vous dirais, le plus complet, le plus sécuritaire, le plus professionnel possible, ça a été un défi. Hein? Comment, on savait qu'on voulait le faire de part et d'autre, mais quelles sont les voies de passage? On a créé, entre autres, un algorithme à force de parler, de bâtir, de construire. Collégialement, on a créé un algorithme de communication dans la prestation des soins à assurer aux personnes malades en soutien des personnes proches aidantes. Alors ça a été un défi, mais qui, ma foi, a bien été relevé. Merci Geneviève. Prochaine question, en fait, là, à l'heure actuelle, combien d'accompagnements peuvent être faits en simultané? Oh mon Dieu! Je dirais, on a jusqu'à maintenant, on serait certainement capable, parce que c'est sûr, hein, on est dans un projet. Alors, on a embauché un nombre X de ressources, mais c'est sûr que le jour où ce service pourra se déployer, on s'organisera pour répondre à la demande. Ceci dit, présentement, on a eu des périodes où on avait 10 à 12 suivis simultanés. Et on prenait, je vous dirais, faire une équation simple, les heures de présence possibles par les intervenants du service de répit qu'on attribuait selon, bien sûr, l'ampleur des besoins de façon la plus juste possible entre les personnes, entre les familles qui faisaient référence à nous. Alors, 10 à 12 services simultanés, pour le moment, c'est quelque chose de possible pour 32 quelques heures de service par famille. Merci. Dans un même ordre d'idée, est-ce que les visites, quand c'est passé de DIAD à des visites d'un seul intervenant, est-ce que ça a permis d'améliorer, si on veut, les délais qui sont, on va se le dire, très, très courts, en fait, les délais de réponse? Est-ce que ça a eu un changement ou pas Non, nécessairement? non. Au début,
On envoyait les personnes à deux, mais comme le service commençait, les demandes rentraient doucement. Ce qui fait que quand il y a eu plus de demandes, ben, on envoyait à ce moment-là nos gens, une personne à la fois. Alors, je ne peux pas dire qu'on a vu vraiment une différence ni une complexité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il reste encore quelques minutes. Encore des merci, là, Geneviève, dans le chat pour la présentation très éclairante. Quelqu'un ici qui dit qu'il en fera la publicité, sachant très bien que les patients et les proches aidants à domicile en ont grandement besoin. Très bien, oui, en effet. On demande, c'est quoi les interventions effectuées par les bénévoles? Ah, ben les bénévoles, c'est davantage, je vous dirais, de la présence, mais auprès de la personne malade. Quand il y a, par exemple, un proche qui a besoin un après-midi de prendre un certain repos, parce que vous savez, il y a, par exemple, le service Albatros qui accompagne les proches, hein, puis les personnes malades aussi. Mais quand un bénévole est à la maison, à domicile, pour soutenir la personne proche, la personne malade, pardon, est possible parce que nos bénévoles sont formés au PDSP, et à certaines pratiques à l'intérieur de la maison. Alors, il est possible de faire certains déplacements, d'aider la personne à aller à la salle de bain, des choses qui sont spécifiques au service de répit. Alors, c'est présence, accompagnement, certaines mobilisations, déplacements sécuritaires. Ça, pour les bénévoles, c'est à peu près la nature de leur présence. Merci. Pour les fins là, de toutes et tous qui participent, PDSP, comme dit, qui sont formés Oui, PDSP. principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires, des personnes. OK. Parfait. Merci. Parce qu'on a bien sûr un devoir de qualité, mais on a un devoir de sécurité. Ça, c'est très important. Alors, notre monde est sciemment formé pour répondre aux exigences des soins de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements, commentaires? C'est ouvert. Il reste encore un peu de temps. Mais merci beaucoup, Geneviève, de ta présence et de Merci ta beaucoup présentation. d'avoir prêté attention à la conférence puis d'avoir cet intérêt pour le service de répit. Alors, nous y croyons profondément et puis on espère pouvoir aider beaucoup de personnes dans notre communauté. Merci d'en faire la promotion et d'y penser si vous avez dans votre environnement des gens qui ont besoin. Merci beaucoup. Merci.